Je m'appelle Eleanor. Ce nom peut sembler un peu vieux jeu, mais ces dernières années, ma vie a été tout sauf calme et douillette. Elle n'a été faite que d'angles vifs. Je suis la présidente du conseil d'administration et PDG de Phoenix Horizon Holdings. Pour un observateur extérieur, on pourrait croire que je vis sur un lit de roses, mais comme nous le savons tous, chaque rose a ses épines. J'ai pris l'habitude de voir le monde à travers les chiffres, les documents et les faits. La vie m'a appris une chose. La foi aide, la prudence est nécessaire, mais on compte THCHTN tidavaomemen. On peut espérer le meilleur, mais il faut s'appuyer sur des calculs froids et concrets. Mon mari s'appelle Julien. Il a 2 ans de plus que moi et travaille comme mon adjoint, directeur des opérations au sein de la même société de portefeuille. De l'extérieur, c'est le mari idéal dont les femmes rêvent lors de leur déjeuner entre amis. Il parle doucement, et toujours impeccablement vêtu, poli avec tous ceux qu'il croise, saluant chaque personne avec un sourire. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il appelle toujours pour demander « As-tu mangé ?» En 10 ans de mariage, il n'a jamais une seule fois haussé la voix sur moi devant les autres. En fait, il maîtrise tellement l'art de garder un visage impassible que parfois, son absence totale d'émotion me donne un frisson dans le dos. Ma belle famille est avant tout composée de ma belle-mère, Lorraine. Elle ne jure jamais, mais elle a une façon de dire les choses qui fait l'effet d'une gifle. Elle formule chacune de ses phrases à travers le prisme de la morale et de la tradition, s'en servant comme d'un bouclier. Elle répète souvent, il doit y avoir de l'ordre dans chaque maison, et une belle-fille doit connaître sa place. Et cette fameuse place n'est presque toujours qu'un moyen de confirmer une chose, qui commande et qui détient le pouvoir. Il y a aussi ma belle-sœur, Chloé. Elle a près de 10 ans de moins que Julien. Chloé adore les vêtements de marque, les selfies, les stories et les mentions j'aime. Elle n'a pas besoin de crier. Elle lâche une simple phrase avec un sourire, comme en passant, et cette phrase s'installe ensuite en vous comme une écharde. Si ma belle-mère est un lourd marteau de moralité, alors Chloé a une fine aiguille qui frappe directement votre estime de soi. L'appartement dans lequel je vis a été acheté avec mon argent bien avant que Phoenix Horizon Holdings ne prospère véritablement. Un appartement comme celui-ci est aujourd'hui estimé à environ 5 millions de dollars. Je ne mentionne pas cette somme pour me vanter, mais pour souligner un paradoxe. L'appartement est à moi. C'est moi qui apporte la majeure partie de l'argent du foyer. Et pourtant, le droit de se présenter sans appeler ni demander semble mystérieusement appartenir à ma belle-mère. Au début de notre mariage, j'étais plus jeune et je croyais encore au dicton « il vaut mieux céder un peu pour préserver la paix ». Julien m'avait demandé, m'avait même supplié, de donner à sa mère un double des clés de la porte d'entrée. Il disait qu'elle n'était plus une jeune fille, et qu'une fois elle avait oublié ses clés et était restée coincée dans le couloir pendant un long moment. Il avait eu terriblement pitié d'elle après cela. Mon cœur s'est adouci à ce moment-là. Je pensais que cela l'aiderait à se sentir moins comme une étrangère, que c'était un geste de gentillesse. Je ne comprenais pas qu'avec cette décision, je laissais une faille dans ma porte par laquelle quelqu'un finirait tôt ou tard par entrer comme s'il était chez lui. Au début, quand Lorraine passait, elle apportait un sac de fruits et disait doucement qu'elle passait juste voir comment nous nous nourrissions. Puis elle a commencé à venir sans prévenir. Elle entrait dans la cuisine et ouvrait le réfrigérateur comme si c'était le sien. Elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Soit les choses n'étaient pas à leur place, soit j'achetais le mauvais type de beurre auquel sa famille n'était pas habituée, soit j'étais tellement obsédé par le travail que je négligeais la maison. J'écoutais et je gardais le silence. Je me disais que c'était son âge, sa personnalité, qu'elle avait simplement du mal à laisser partir son fils. Mais plus on reste silencieux, plus vite notre propre maison cesse d'être un endroit où l'on peut respirer en paix. J'ai une gouvernante, Maria. C'est une femme discrète, honnête, qui ne veut de mal à personne, mais elle est très impressionnable. Elle me regarde souvent en soupirant, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas ouvrir la bouche. Si je lui demande, elle sourit immédiatement et balaie la question d'un geste de la main. Oh, rien, Eleanor. Le plus important, c'est qu'il y ait de la paix dans la maison. Parfois, je pense que Maria, c'est moi, juste un peu plus jeune, ayant également peur des tempêtes. Mais notre peur n'empêche pas les orages de s'accumuler au-dessus de notre maison. Pour être honnête, Julien et moi n'avons pas toujours eu une relation de conte de fées. Il y avait des soirs où, après des réunions interminables, je rentrais à la maison en ne rêvant que de m'effondrer sur le lit.
Julien aimait répéter une phrase, « Je me tiens juste derrière toi pour m'assurer que tout va bien ». Cela sonne magnifiquement bien, comme un soutien. Mais quand quelqu'un se tient toujours derrière vous, son ombre commence à peser sur vous tout autant qu'un lourd fardeau. Je me souviens d'un dîner d'affaires avec des partenaires il y a quelques semaines. J'étais un peu en retard et je suis entré dans la salle alors que tout le monde était déjà installé. Julien était à table, riant avec animation en racontant une histoire. L'un des partenaires a levé son verre et, souriant, a dit en plaisantant, « Julien, avec des compétences comme les tiennes. Et partout on te présente comme le mari de la PDG. Elle doit te tenir en laisse courte à la maison. » Tout le monde a ri de bon cœur. Julien a souri lui aussi, juste assez pour être poli. Son sourire était parfait, mais ses yeux se sont assombris pendant une seconde. Je l'ai vu. J'ai décidé que ce n'était que son ego blessé, que c'était blessant, bien sûr, mais qui pouvait-on? Je continuais à me dire que toutes les vraies conversations devaient avoir lieu à la maison, pas devant des tiers, qu'on ne lave pas son linge sale en public. Je pensais que nous parlerions, que nous en discuterions, que nous arrangerions les choses. Mais après ce dîner, Julien a changé subtilement. Pas brusquement, pas en tapant du pied, mais discrètement. Il est resté tout aussi attentionné. Il me demandait toujours comment s'était passée ma journée. Il m'appelait toujours son rayon de soleil. Un seul petit détail a changé distinctement. Chaque fois que je signais un document important, il posait son regard sur moi un peu plus longtemps qu'auparavant. Et quand je planifiais à voix haute ce que nous ferions pour la nouvelle année, il se taisait une seconde, comme s'il faisait des calculs dans sa tête. J'ai mis cela sur le compte de la pression du travail. Nous étions tous pressés comme des citrons en cette fin d'année. On dit que les bonnes choses prennent du temps. J'ai essayé de faire baisser la tension dans notre foyer, et c'est alors que notre 10e anniversaire de mariage est arrivé. Julien m'a informé qu'il avait un déplacement professionnel de prévu à Chicago à ces dates précises pour rencontrer un client important. Je me suis senti un peu triste. 10 ans, c'est tout de même un cap. Mais j'ai hoché la tête. En fin d'année, tout est à son maximum dans notre société de portefeuille. Prendre des congés OCDNLCH comme Philuk Nao CNGKHT. Julien m'a regardé et a dit de cette voix douce qui fait fléchir les genoux de bien des femmes, « Je sais que tu es déçu, mais je t'ai préparé une surprise. Fais-moi confiance. » Au mot « confiance », quelque chose a tressailli en moi. Confiance? Bien sûr que je lui faisais confiance. Nous vivions ensemble depuis 10 ans. L'autre problème était que, ces derniers mois, je me surprenais de plus en plus à penser, est-ce que je fais confiance à la vraie personne à mes côtés ou à son masque soigneusement repassé? Ce soir-là, seul, je suis sorti sur le balcon. Le ciel au-dessus de la ville rougeoyait de cette chaleur inhabituelle de fin d'année. La lumière des phares et des publicités en contrebas se reflétait dans les vitres comme des vagues. Le bruit de la circulation ressemblait au bruit du ressac de l'océan, sauf qu'au lieu d'eau, c'était une mer bouillonnante d'embouteillage. Et soudain, je me suis souvenu d'une phrase que ma grand-mère adorait répéter quand j'étais petite, « Il faut se méfier de l'eau qui dort ». J'ai ricané, puis je me suis réprimandé de vivre à New York et de diriger une société de portefeuille tout en ayant encore les vieux dictons de ma grand-mère en tête. Mais ce ricanement ne m'a pas permis de me sentir mieux. Au contraire. Je l'ai soudainement ressenti très clairement. Mon cœur vivait en état d'alerte maximale. J'ai fermé la porte du balcon et je suis retourné dans l'appartement brillamment éclairé. Tout était propre comme toujours. Les choses étaient à leur place, les documents et les dossiers, la vaisselle lavée, le plaid plié soigneusement sur le canapé, mais le sentiment de paix n'était plus le même. J'ignorais alors que la surprise dont Julien m'avait parlé commencerait par quelque chose d'apparemment inoffensif, une boîte cadeau contenant un gâteau d'anniversaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé alors que le soleil traversait déjà les stores. Pour une fin décembre, la chaleur était si anormale que les gens étaient à cran, comme si la ville entière avait été portée à ébullition. J'étais moi-même dans cet état où le moindre mot de travers pouvait me faire exploser. Je suis allé dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était un peu plus de 7 heures. Le jour de notre 10e anniversaire était censé être une journée calme chaleureuse où l'on se réveille avec le sourire. Mais pour moi, chaque matin commençait désormais non pas par de la tendresse, mais par des pensées concernant un emploi du temps surchargé. C'était comme grimper dans une toile d'araignée. Et plus on se débattait, plus elle se resserrait. Le téléphone a vibré sur la table.
Un message de Julien, tu es déjà réveillé? Et immédiatement après, un message vocal de près d'1 minute. Sa voix était plus douce que d'habitude, si mielleuse que dans les premières années, j'aurais probablement rougi de plaisir. Maintenant, j'ai juste appuyé sur lecture et écouté. Il parlait de son voyage d'affaires, du client à Chicago, du calendrier pour la signature des documents. Puis il a baissé d'un ton, comme s'il partageait un secret intime, j'ai commandé un gâteau d'anniversaire pour toi. Un gâteau mousse. Ils font rapidement. Décompte le livre, ouvre la boîte immédiatement et mange une part à ce moment précis, d'accord? Et envoie-moi une photo. Je veux que tu sois la première à le goûter. Je me suis figé au milieu de la cuisine, le verre à la main. Les mots « mange une part » semblaient ordinaires, mais pour une raison quelconque, j'ai eu l'impression qu'une petite pierre lourde venait d'être déposée en moi. J'ai essayé de me raisonner. Il veut être romantique. La première part pour porter chance. Il existe toutes sortes de superstitions. Mais Julien n'avait jamais été superstitieux. Il vivait selon des règles, des réglementations, de la logique. Il avait toujours regardé les superstitions et les croyances magiques avec ironie. Plus j'y pensais, plus cela me paraissait étrange. J'ai tout de même répondu, je le goûterai dès qu'il arrivera. Occupe-toi bien de tes affaires. Julien a répondu presque instantanément, n'oublie pas, mange-le dès que tu le reçois. N'attends pas. Le même rappel 2 fois en quelques minutes. Pour quelqu'un d'autre, cela aurait pu ressembler à de l'attention. Pour moi, cela ressemblait à une ligne soulignée à l'encre rouge. Sa signification restait floue. Maria est sortie de la buanderie un chiffon à la main, m'a regardé avec anxiété et a demandé doucement, « Éléanore, serez-vous à la maison tôt aujourd'hui ?» J'ai levé les yeux, « Pourquoi demandes-tu, Maria ?» Elle a hésité, s'est agitée, puis a expiré, « Lorraine a appelé ce matin. » Enfin, elle ne me parlait pas à moi. Elle demandait après vous. Elle voulait savoir à quelle heure vous seriez de retour aujourd'hui. J'ai posé le verre sur le plan de travail. L'eau a frémi. Et pourquoi a-t-elle besoin de savoir cela? Maria a regardé le sol et a dit qu'elle allait passer pour s'assurer que je mangeais correctement, craignant qu'avec tout mon travail, je ne saute le déjeuner. Cela semblait attentionné, bien sûr, mais après 10 ans, j'avais étudié cette attention sous toutes ses coutures. C'était comme une housse de protection pour meubles. À l'extérieur, tout est couvert, mais en dessous se trouve ce qu'elle veut contrôler. Je n'ai rien expliqué, j'ai juste dit, si elle vient, laisse-la entrer, mais préviens-moi immédiatement. Maria a hoché la tête à la hâte après une courte pause, a presque chuchoté, comme si elle craignait que les murs ne l'entendent, Éléanore. Peut-être devriez-vous changer la serrure de la porte. Puis, comme effrayée par ses propres mots, elle a saisi son chiffon et s'est mise à essuyer le plan de travail déjà propre, faisant comme si elle n'avait rien dit de spécial. J'ai regardé son dos et j'ai senti un goût amer dans ma bouche. Dans quel genre de vie m'étais-je embarqué si même ma gouvernante avait peur dans ma propre maison, s'y déplaçant comme sur un champ de mine? Je suis monté me changer pour le travail. Sur la coiffeuse se trouvait un cadre avec notre photo de mariage. Julien et moi côte à côte, beau, jeune, souriant, un sourire de publicité, lisse, sans la moindre fissure. Je l'ai regardé pendant quelques secondes et me suis détourné. On dit qu'un mariage se construit sur l'amour et un profond respect. Mais parfois, l'amour devient un fardeau le respect un gouffre à travers lequel on ne peut plus crier. Je ne voulais pas penser en mal. Je voulais juste que cette journée se passe tranquillement. Au bureau de Phoenix Horizon, les derniers jours de l'année ressemblent toujours à une cocotte minute. Les employés courent dans tous les sens avec des rapports. Les financiers analysent les chiffres. Les partenaires appellent comme si le monde allait s'arrêter s'ils ne réglaient pas leurs affaires aujourd'hui. Dès que je suis entré dans mon bureau, mon assistante m'a rappelé, Éléanore, à 10 heures, réunion sur le projet. À 11 heures, rendez-vous avec la banque. À 15 heures, signature de contrat. J'ai hoché la tête, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et mon cerveau est automatiquement passé en mode combat. Au travail, je ne m'autorise aucune faiblesse, mais à chaque instant libre, 1 minute entre 2 emails, mon esprit revenait au message vocal du matin. Mange une part dès que tu le reçois. Pourquoi insister autant là-dessus? S'il s'agissait d'un gâteau normal, il poserait probablement des questions sur le goût. S'il me plaisait visuellement, ou soupirerait peut-être de ne pas être là. Mais ici,
une seule chose importait pour lui, leur va qui en mangerait en premier. Cela ressemblait moins à de l'attention qu'à une consigne. Vers midi, alors que je me levais pour aller chercher des documents, le téléphone a de nouveau vibré. Un message de Julien, il devrait livrer le gâteau vers 11h45. N'oublie pas de le prendre et de le manger tout de suite. J'ai laissé échapper un ricanement sans joie. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas, ai-je répondu. Puis je me suis réprimandé mentalement. Quelle est cette manie de tout décortiquer? Mon mari se montre attentionné, je suranalyse. Même si, comme on dit, un oiseau prudent évite le filet, une personne intelligente évite les ennuis. Le problème n'est pas d'avoir des doutes. Le problème, c'est de refuser de les écouter. Je suis descendu dans le hall du centre d'affaires pendant quelques minutes pour prendre l'air. Si tant est qu'on puisse appeler cela de l'air chaud de New York. Puis je suis remonté. Honnêtement, mes pensées n'étaient pas tournées vers Chicago, le client, ni même le gâteau. J'imaginais l'entrée de mon immeuble, le bip du digicode, la porte qui s'ouvre, et le dos de Lorraine entrant comme s'il s'agissait de sa propre propriété. Ma gorge s'est asséchée comme si j'avais avalé une cuillerée de sucre qui ne voulait pas se dissoudre. À 11h30, j'ai terminé un appel avec la banque, avec l'impression de venir de courir un marathon. Dans le couloir, mon téléphone a encore vibré. Un court message de Julien, il devrait l'apporter maintenant. N'oublie pas de le prendre et de le manger tout de suite. La 3e fois aujourd'hui. Mange-le tout de suite. Dans une autre situation, cela aurait pu sembler touchant. Pour moi, cela ressemblait déjà à un rappel avant le lancement d'une sorte d'opération. J'ai dit à mon assistante, je descends quelques minutes récupérer un colis, je reviens tout de suite. Elle a hoché la tête sans lever les yeux de sa pile de papier. En fin d'année, nous tournions tous comme des toupies. En bas, l'air chaud de la rue m'a fouetté le visage, un mélange d'asphalte, de poussière et de vapeur d'essence. Je me suis mise à l'ombre d'une colonne et je me suis dit, pourquoi tu te rends malade pour un gâteau? Tu en as vu d'autres en 10 ans. Tu surmonteras ça aussi. Mais plus j'essayais de me calmer, plus mon cœur battait la chamade. À 11h45 précise, mon téléphone a sonné. Est-ce Eleanor? J'ai un gâteau pour vous. Oui, c'est moi, ai-je répondu. Je me suis approché de la porte. Un jeune homme en veste, tenant un casque de moto, m'a tendu un sac isotherme. À l'intérieur se trouvait une lourde boîte noire aux angles vifs, faite de carton épais. On voyait tout de suite qu'il s'agissait d'un produit cher. J'ai signé le bon de livraison. Avant de rentrer, j'ai fait quelque chose qui était devenu une habitude au fil de mes années de travail. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo rapide. La boîte elle-même, le sceau de la marque rond sur le côté, l'autocollant du code de livraison sur le coin du sac. Pas pour les réseaux sociaux, pas pour frimer. C'est juste qu'après tant d'années, j'avais pris l'habitude de tout documenter. Ce qui a été reçu, ce qui a été donné, ce qui a été signé. Les preuves ne servent pas à accuser quelqu'un, mais à éviter qu'un jour, on ne fasse de vous le bouc émissaire. J'ai envoyé un court message à Julien, j'ai le gâteau. La réponse est arrivée presque instantanément, super. Rentre à la maison. Ouvre-le et mange une part tout de suite, d'accord. J'ai hésité un instant sur le pas de la porte, mais j'ai écrit, d'accord. J'ai pris le gâteau, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Je ne quitte pas habituellement le travail en milieu de journée, mais j'ai décidé de m'accorder cette petite entorse. C'était un anniversaire important après tout. J'irai goûter une part, comme mon mari me l'avait demandé, puis je retournerai au bureau. Dès que je suis entré dans l'appartement, j'ai été accueilli par la fraîcheur agréable de la climatisation. Maria est sortie de la cuisine en courant. Ses yeux se sont éclairés en voyant la boîte. Oh, le gâteau est arrivé, a-t-elle dit presque joyeusement. J'ai hoché la tête. Oui. Pourrais-tu s'il te plaît me faire un thé chaud? Je vais en goûter une part puis je retournerai travailler. Maria a chuchoté, bien sûr, et a disparu dans la cuisine. J'ai posé la boîte sur le plan de travail en marbre, qui s'accordait avec les éclairages encastrés. La boîte portait le logo soigné d'une pâtisserie, une police minimaliste et luxueuse. Le seau était intact, parfaitement appliqué. Il était clair que personne n'y avait touché. J'ai sorti une petite carte glissée dans le couvercle, un papier cartonné épais, une bordure dorée en relief,
et l'inscription, anneau 10 ans, J, une seule courte ligne, va pendant une seconde, tout s'est apaisé en moi. Quoi qu'il se passe par ailleurs, parfois, une femme forte, peu importe l'image qu'elle renvoie, a juste besoin d'un petit geste comme celui-ci. J'ai enlevé ma montre et suis allé me laver les mains. Maria avait déjà apporté le thé, qui dégageait une douce odeur d'herbe. J'ai pris un petit couteau pour couper délicatement le seau. À ce moment précis, mon téléphone a de nouveau vibré. Un appel vidéo de Julien. J'ai hésité une seconde, puis j'ai répondu. À l'écran, il apparaissait en chemise blanche au col impeccable. En arrière-plan se trouvait une salle de conférence d'hôtel standard, une table, une paroi vitrée, un paperboard. « Tu es déjà à la maison ?» a-t-il demandé immédiatement. J'ai tourné légèrement la caméra vers la boîte. Oui, je m'apprête à l'ouvrir. Julien a hoché la tête, sa voix douce et enveloppante. Ouvre-le. Vas-y, mange une part devant moi. Ça me fera plaisir. J'ai froncé les sourcils involontairement. Pourquoi es-tu si inquiet qu'il te faille cela pour te faire plaisir? Il a souri, de son habituel sourire parfait. J'ai peur que la couche de mousse ne fonde et que tu ne puisses pas l'apprécier. Et je veux aussi que tu sois la première à le goûter pour notre anniversaire. Tout cela semblait logique. Rien à redire. J'ai approché le couteau du seau et je l'ai coupé. Le fin autocollant s'est détaché avec un léger bruit sec. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait véritablement une œuvre d'art. Un gâteau mousse à la surface veloutée parfaitement lisse. De fins copeaux de chocolat sur le dessus. La décoration était méticuleuse dans les moindres détails. Même si je ne suis pas une grande adepte des sucreries, je devais admettre qu'il avait été choisi avec soin. J'ai coupé un petit morceau, juste une ou deux bouchées. Maria se tenait à côté, silencieuse, osant à peine respirer fort. Il lui semblait que c'était un moment spécial. J'ai soulevé la fourchette avec le morceau de gâteau, va à 7 secondes précises, le bip de la serrure électronique a retenti dans le couloir. Dans le silence de l'appartement, le son a été particulièrement net, comme quelqu'un glissant un lourd verrou. La porte s'est ouverte sans transition, comme si l'intimité et les limites n'existaient pas. Lorraine est entrée la première, un sac de fruits à la main, mais elle marchait non pas comme une invitée, mais comme la maîtresse de maison qui rentre chez elle. Chloé la suivait de près. Ses lèvres étaient peintes de couleurs vives, ses cheveux coiffés en vagues, un téléphone dans une main tandis qu'elle tapait de l'autre, tournant constamment l'écran vers elle, puis vers la pièce, comme si elle cherchait un bon angle pour sa story. Je me tenais près du plan de travail, la fourchette et le morceau de gâteau à la main. Le couvercle de la boîte venait d'être ouvert. La surface lisse de la mousse était encore intacte. À ce moment-là, je me suis senti physiquement prise entre deux regards, celui de Julien à l'écran va celui de Lorraine depuis le seuil de la cuisine. Elle a rapidement balayé la pièce du regard, ses yeux se fixant immédiatement sur le gâteau, ses lèvres se sont crispées, et elle a dit d'un ton qui se voulait badin mais lourd d'insinuation, « Eh bien, regardez-moi ça. Un cadeau d'anniversaire. Quel gâteau chic. » Chloé a immédiatement levé son téléphone plus haut et a gloussé. « Waouh, Eleanor, tu te refuses rien. Un gâteau tout droit sorti d'un film. Trop cool. » J'ai légèrement baissé mon téléphone et j'ai dit doucement à Julien, « Ta mère et Chloé viennent d'arriver à l'improviste. Je te rappelle plus tard. » D'accord, a-t-il répondu, mais j'ai eu le temps de remarquer que sa respiration s'était soudainement accélérée avant que je ne raccroche. Maria s'est recroquevillée sur le seuil de la cuisine, serrant son tablier, le visage tendu comme une corde. J'ai posé la fourchette avec le morceau de gâteau sur une assiette et j'ai dit aussi calmement que possible, « Bonjour Lorraine. Ce gâteau vient de Julien. Il vient d'arriver. J'allais justement le goûter. » Lorraine s'est approchée de la table, s'est penchée sur le gâteau, les yeux brillants. Elle a dit d'un ton apparemment joyeux, mais avec de l'acier dans la voix, « Un gâteau aussi grand est fait pour être partagé tout de suite, pas pour être gardé jalousement. Et puis, tu es PDG. Tu as déjà plus qu'assez de tout. » J'ai senti une chaleur monter en moi, mais j'ai gardé ma voix stable. Julien m'a demandé de goûter une part tout de suite. Pendant qu'il était en ligne, avant que le gâteau ne fonde, je dois retourner au bureau. Chloé a gloussé, « Oh, c'est trop mignon. Julien te donne des consignes comme si tu étais une petite fille. Mange-le maintenant. Prends une photo. Fais ton rapport. »
Lorraine s'est tournée brusquement vers Chloé. Toi, parle moins et arrête de tout filmer ici. Pas besoin de poster le moindre détail sur Internet. Tu vas porter la poisse. Puis elle s'est retournée vers moi. Sa voix a baissé d'un ton, mais elle est devenue encore plus tranchante. Il t'a dit? Et qui est Lille? Mon fils, voilà qui. C'est moi qui l'ai mis au monde. Dans ce genre d'affaires, c'est moi qui décide. C'est moi la matriarche ici. La phrase « c'est moi la matriarche ici » est tombée sur la table comme un coup de massue. Je suis resté silencieuse une seconde. Je savais que si je perdais mon calme maintenant, je deviendrais immédiatement la belle-fille insolente qui ne respecte pas ses aînés. J'ai choisi une autre tactique. Je l'ai regardé calmement dans les yeux. Lorraine, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Julien Vamois. Je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser couper la première petite part. Après cela, mangez-en autant que vous le souhaitez. Je ne dirai pas un mot. Elle a ricané sèchement. Une petite part. Pourquoi faire? Pour pouvoir te vanter auprès de ton mari plus tard que tu as été la première à y goûter? Ce n'est pas convenable pour une femme d'être aussi compétitive. Ce n'est pas élégant. Chloé a immédiatement renchéri d'une voix mielleuse. Éléanore, de toute façon tu n'as pas le temps. Tu n'as que des réunions, des réunions. Quelle différence cela fait-il de savoir qui prend la première bouchée? Comme on dit, il faut respecter ses aînés. Je n'ai pu m'empêcher de sourire amèrement. Cette phrase sur le respect des aînés sonnait toujours comme un fouet entre ses mains, pas comme de la sagesse. Avant même que je ne puisse reprendre mon souffle, Lorraine avait déjà tendu la main, tiré la boîte vers elle, va sans même me regarder, avait dit à Maria, Maria, mets le gâteau au réfrigérateur. Nous nous assiérons ce soir et le mangerons correctement, comme des gens civilisés. Elle a ajouté, un gâteau comme celui-ci doit être mangé de belle façon, pas à la va-vite. Maria s'est figée et m'a regardé. J'ai fait un léger signe de tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je ne voulais pas faire d'histoire pour un gâteau. Elle a pris la boîte, les épaules affaissées, et l'a portée au réfrigérateur. Chloé l'a suivie, s'assurant de positionner son téléphone de manière à nous cadrer. Le gâteau va moi. J'ai besoin de te prendre en photo, a-t-elle piaillé. Pour les souvenirs, disant quand même. Je me suis approché et j'ai dit doucement, en détachant chaque syllabe, Chloé, s'il te plaît, ne filme pas dans mon appartement sans mon consentement. Elle a haussé les épaules. Oh, ne te prends pas tant la tête. Les gens font des diffusions en direct depuis leur cuisine, va toi tu t'énerves pour une simple photo dans la cuisine. La voix de Lorraine a immédiatement coupé court, laisse-la filmer. Pourquoi fais-tu ta princesse? Elle est comme une sœur pour toi et toi tu fais la loi. Les gens vont rire. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Pas physiquement, mais un coup porté à ma dignité. Cela n'a pas fait mal immédiatement, mais cela brûlait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé ma belle-mère fixement. Je ne fais pas d'histoire. Je veux juste qu'il y ait des limites dans ma propre maison. Lorraine a claqué la porte du réfrigérateur, s'est retournée vers m'a transpercé du regard. Quelle limite? Depuis que tu as épousé mon fils, c'est aussi ma maison. Si tu veux imposer tes propres règles, va chez ta mère et impose-les là-bas. Pas un seul mot vulgaire, mais cette phrase aurait pu couper l'arrivée d'air. J'entendais ma propre respiration, courte va lourde. Une pensée a traversé mon esprit. Chaque bouchée de ce gâteau n'est plus de la nourriture à présent. C'est une humiliation. J'avais cédé tant de fois, va cela commencer toujours par de petites choses comme celle-ci. Je ne me suis pas disputé, j'ai seulement dit, je dois aller travailler. Lorraine, Chloé, s'il vous plaît, restez et servez-vous. Je suis allé dans la chambre et j'ai pris mon blazer. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de colère, principalement contre moi-même pour avoir écouté « Va chez ta mère » le jour de mon propre anniversaire. En quittant l'appartement, j'ai envoyé un court message à Julien, j'ai récupéré le gâteau. Nous le mangerons ce soir. Je n'ai pas dit qu'on m'avait pour ainsi dire confisqué le gâteau. J'étais encore naïve. Je croyais encore qu'il valait mieux arranger les choses, se taire, préserver la paix. Mais il y a un dicton, si vous continuez à reculer, à un moment donné, vous ne savez plus si vous préservez la paix ou si vous creusez votre propre tombe. Je ne m'en rendais pas compte alors. Je suis descendu dans le parking souterrain.
La chaleur n'avait pas diminué. On aurait dit que quelqu'un avait déversé des braises ardentes directement du ciel. En sortant de la cour, la phrase a de nouveau résonné dans ma tête, « Tu veux des limites ? Va chez ta mère. » Ces mots me restaient en travers de la gorge comme une arête de poisson. Je me suis littéralement forcé à expirer, à passer à autre chose. J'avais toute une société de portefeuilles sur les épaules. En fin d'année, un seul faux pas pouvait déclencher un effet domino. Ce n'était pas le moment d'être sentimental. L'après-midi, comme d'habitude, ne s'est pas déroulé comme prévu. Un partenaire était en retard, obligeant à reporter une réunion. Les chiffres des rapports ne correspondaient pas, nécessitant des ajustements budgétaires de dernière minute. Les avocats sont arrivés en catastrophe, une clause supplémentaire ayant été trouvée dans un contrat qui nécessitait une approbation urgente. J'ai signé dossier après dossier, écouté mon assistante répondu aux emails en même temps. Mon cerveau fonctionnait sur 3 ou 4 pistes à la fois. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà plus de 19 heures. Mon estomac était vide, mais je n'avais pas envie de manger au bureau. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ce gâteau dans le réfrigérateur. Non pas pour le sucre, ni pour la douceur. Je voulais juste, au moins pour une journée, me sentir comme une femme célébrant son anniversaire, non comme la personne éternellement responsable de tout. Mon téléphone a émis un bip. Un message de Julien, « Tu as déjà mangé le gâteau ?» J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai tapé, « Pas encore. » Quand je rentrerai. La réponse a été instantanée, « D'accord, n'oublie pas de le manger. » N'oublie pas. Le ton ne semblait plus aussi tendre que le matin. C'était plutôt comme une case à cocher sur une liste, une tâche à accomplir. Mais je n'avais pas l'énergie de décortiquer cette pensée. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, prendre une douche, manger une part de gâteau me coucher. Vers 22h30, j'ai enfin quitté le bureau. New York mijotait comme une casserole sur le feu. L'air était lourd, collant. Les voitures s'étiraient en un serpent lumineux infini. Les klaxons retentissaient. Les visages de chacun étaient en colère, fatigués, chaque personne se dépêchant de rejoindre ses propres problèmes. J'ai ouvert la porte de mi-appartement j'ai été frappé par une odeur lourde sucrée, de la crème, du glaçage froid mélangé à une odeur de nourriture. La lumière était allumée dans la salle à manger. J'entendais des rires étouffés. Mon estomac s'est noué. Sur la table se trouvait la même boîte noire, désormais grande ouverte, mais le gâteau avait un aspect complètement différent. La surface propre lisse avait disparu. Le glaçage était étalé comme si quelqu'un y avait traîné une fourchette d'avant en arrière. Le dessus était complètement ravagé. Lorraine trônait en bout de table devant une assiette remplie de morceaux généreusement coupés. En face d'elle, Chloé picorait un morceau avec sa fourchette, s'enfournant de temps à autre une grosse bouchée dans la bouche sans lever les yeux de son téléphone, soit en faisant défiler son fil d'actualité, soit en se filmant. Maria se tenait à l'écart près de la porte de la cuisine, un chiffon à la main, mais elle n'essuyait rien. Elle le serrait simplement comme une bouée de sauvetage. Nos regards se sont croisés. Elle a immédiatement baissé les yeux, comme si elle craignait que je ne voie dans son regard ce qu'elle pensait. J'ai posé mon sac j'ai essayé de parler d'un ton normal. Lorraine, Chloé, vous avez déjà goûté au gâteau? Oui, a dit ma belle-mère sans même lever les yeux. Bien sûr. S'il était resté plus longtemps, il aurait complètement fondu. Quel dommage de gâcher une si belle chose. Il fallait le manger pendant qu'il était frais. Alors, nous l'avons mangé. Chloé, tout en mâchant, a ricané sans lever les yeux de son écran. Tu es tellement en retard. Nous pensions que toi ton conseil d'administration aviez oublié votre anniversaire. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Sur la table, ce qui restait de mon cadeau n'était plus que des bordures des débris étalés. La partie la plus belle la plus lisse que j'avais vue ce matin avait été proprement découpée manger. Ce n'était pas la douleur de ne pas avoir droit à une douceur sucrée. C'était la douleur de se sentir, une fois de plus, comme une étrangère dans ma propre cuisine. Je me suis assise sur le bord d'une chaise j'ai dit calmement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julien moi. Lorraine, je vous le demande. S'il vous plaît, laissez-moi au moins une part pour que je puisse la prendre en photo la lui envoyer. Il me l'a demandé. Ma belle-mère a levé la tête. Son regard n'était pas en colère,
juste froid. Elle a délibérément posé sa fourchette sur son assiette pour que le cliquetis du métal sur la porcelaine retentisse. Et pourquoi? Pour pouvoir lui jeter à la figure que tu as eu la première bouchée de notre table? J'ai ravalé mon agacement. Pas pour lui jeter à la figure. C'est lui qui me l'a demandé. Je veux juste faire ce que mon mari a dit. Lorraine a ricané. Ton mari? Tu dis? Le mari a dit, mais le gâteau est sur ma table, ce qui signifie que c'est moi qui décide de la façon dont il est mangé. Elle évitait sciemment la conversation sur la personne qui payait l'hypothèque qui avait acheté l'appartement. Cet argument ne serait pas en sa faveur. Et elle le savait parfaitement, alors elle a eu recours à ce qu'elle faisait de mieux, la morale. Peu importe qui a payé, a-t-elle poursuivi. Chaque maison a un chef de famille. Et puisque tu as épousé mon fils, tu dois respecter tes aînés. Des mots comme mon appartement sont un péché va de la pure arrogance. Chloé est immédiatement intervenue, en étirant la voix, Éléanore, franchement. C'est quoi le problème pour un gâteau? Tu es si riche. Tu peux t'en commander un tous les jours. Ne sois pas radine. Maman a juste pris une part, toi tu fais comme s'il s'agissait de la dernière chose que tu possèdes. J'ai regardé Chloé, il était clair que pour elle, l'important à présent n'était pas le gâteau, mais de l'emporter par les mots, d'argumenter pour le plaisir d'argumenter. Alors, je me suis tourné vers Maria. Maria, puis-je avoir une assiette? Je vais me couper un petit morceau moi-même. Elle a commencé à s'avancer, mais Lorraine l'a arrêtée d'un seul regard. Pas besoin de couper quoi que ce soit. Il ne reste presque plus rien. Chloé, avec un effort démonstratif, a planté sa fourchette dans la boîte, a gratté les bords, a récupérer un coin de gâteau. Elle a souri. Tiens. Je t'en ai gardé. C'est un gâteau cher après tout. Ce serait dommage que tu ne puisses pas y goûter du tout. Sur l'assiette reposait un morceau pathétique, un fragment de génoise barbouillée de crème, sans forme peu ragoûtant. J'ai fixé ce morceau, j'ai senti une vague d'humiliation monter. Ce n'était pas une question de savoir si je mangeais ou non. C'était une question de place dans laquelle on me cantonnait. Je me suis versé un verre d'eau, j'en ai bu une gorgée. L'eau était froide, mais intérieurement, je bouillonnais. Le dicton de ma grand-mère a refait surface dans mon esprit, je préfère mourir de faim que d'avaler ma fierté. J'ai soudainement compris avec une clarté absolue. Si je mange ce morceau maintenant, ce sera comme signer l'aveu que c'est ainsi que je dois être traité, que les miettes sont bien assez bonnes pour moi. J'ai posé le verre, je me suis levé. Ma voix était calme. J'ai changé d'avis. Je n'en prendrai pas. Ma belle-mère a haussé un sourcil. Si tu n'en veux pas, n'en mange pas. Ne fais pas cette tête-là. Comme si on t'avait pris quelque chose. Je l'ai regardé, puis Chloé, puis Maria, je n'ai rien dit de plus. Parfois, chaque mot supplémentaire ne fait que vous rabaisser davantage. J'ai pris mon sac, je suis allé dans ma chambre. Derrière la porte de la chambre, je me suis assise sur le bord du bed. Mon corps était endolori par la fatigue, mais mon esprit était aussi clair que lors des journées les plus difficiles. Cela m'est soudainement apparu avec une netteté désarmante. Il y a des choses que si vous laissez passer une fois, les gens commencent à les considérer comme acquises. La deuxième fois, ils en font une règle, à la troisième, ils agissent comme si cela avait toujours été leur droit, que vous n'étiez personne. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé à nouveau la conversation avec Julien. Mes doigts ont plané sur le clavier un instant. Finalement, j'ai écrit un seul message, je suis à la maison. Je ne lui ai pas parlé du gâteau. J'essayais encore de m'accrocher à ce fragile semblant de paix, mais une telle paix ne sert pas à grand-chose si l'on ne peut même pas y respirer. Je me suis allongé sans me changer, fermant simplement les yeux, espérant déconnecter un court instant, j'étais encore persuadé à ce moment-là que le pire de la journée était déjà passé. Je ne pouvais même pas imaginer que le véritable cauchemar était en train de se glisser jusqu'à la porte de ma chambre. Je n'étais pas allongé dans la chambre depuis plus d'une heure lorsqu'un son rauque saccadé m'a tiré de mon sommeil. Pas une sonnerie, pas un signal. C'était un râle déchirant provenant de la poitrine, comme quelqu'un qui étouffe. Au début, je n'ai même pas réalisé où j'étais. L'horloge sur la table de chevet indiquait 23h43. Je me suis assise au même instant, une odeur âcre m'a pris le nez. Acide, lourde, avec un arrière-goût métallique.
Je ne me tromperai jamais sur cette odeur. Un mélange de vomi, de médicaments va de panique. Tout en moi s'est glacé. J'ai ouvert la porte de la chambre. La scène qui s'est offerte à moi ressemblait à l'appartement d'un inconnu. Dans le salon, adossée au canapé, Lorraine était affalée. Son visage était blanc comme de la craie, ses lèvres bleues, ses mains crispées convulsivement sur son estomac. Sa bouche était ouverte, mais aucun mot ne sortait, seulement un sifflement, ça brûle à l'intérieur. Chloé était au sol, un peu plus loin, à genoux. Une main agrippait le bord de la table, l'autre sa bouche. Elle vomissait, s'étouffait, toussait, les yeux écarquillés par la terreur, sa voix se brisant dans un glapissement. « Maman, maman, ne meurs pas. Tu m'entends ?» Près du téléphone se tenait Maria, tremblant tellement que ses doigts ne parvenaient pas à appuyer sur les touches. Elle m'a vu comme un naufragé voit une bouée de sauvetage. « Éléanore, j'appelle. J'appelle le 911. » Dans ces moments-là, mes émotions se coupent. Le mode de crise que j'utilise au travail s'est activé. D'abord, sauver les gens, ensuite chercher le coupable. Ouvre les fenêtres, ai-je dit brièvement. Même juste un entrebâillement. Laisse l'air circuler. Maria s'est précipitée dans la cuisine, a ouvert une fenêtre en grand, a allumé la haute aspirante, va entrouvert la porte du balcon. J'ai attrapé une serviette propre, j'ai couru vers Chloé. Assieds-toi. Assieds-toi. Ne tombe pas, respire lentement. Elle m'a regardé avec des yeux pleins d'horreur. À ce moment-là, il ne restait aucune trace de ses moqueries habituelles, juste de la panique pure. Ses mains tremblaient, son estomac se contractait si violemment qu'elle n'avait pas le temps de répliquer. Lorraine a eu un nouveau haut le cœur, a vomi violemment. J'ai couru vers elle, je l'ai tenue pour éviter qu'elle ne se cogne la tête contre la table. Elle m'a regardé avec un mélange étrange de peur, de colère, comme si même à ce moment-là, elle voulait m'accuser, mais elle ne parvenait pas à reprendre son souffle. Un bourdonnement strident est venu du couloir, presque immédiatement, la porte s'est entr'ouverte. Le concierge se tenait sur le seuil, le visage pâle. « Tout va bien ?» Les voisins se plaignent de cris. Il a fait un pas à l'intérieur, a vu Lorraine au sol, Chloé Valamar sur le parquet, s'est figée. J'ai parlé sur le même ton professionnel que celui que j'utilise en conseil d'administration. Appelez l'ascenseur pour qu'il vienne directement à notre étage, informer l'accueil qu'une ambulance est en route. Dites-leur de ne pas perdre une seconde. Il a juste hoché la tête, a disparu. Chloé a eu un nouveau spasme. Depuis la cuisine, j'entendais Maria courir dans tous les sens, apportant de l'eau, puis des chiffons, puis retournant au téléphone. Tout cela n'était que du bruit dans ma tête. Et puis soudain, mon regard est tombé sur la table. Sur la table se trouvait cette même boîte noire. Le couvercle était de travers. À l'intérieur se trouvaient les restes du gâteau, la mousse étalée, les morceaux de génoise brisés. À côté se trouvait une assiette avec un morceau non mangé, une fourchette avec de la crème séchée, un verre d'eau à moitié vide, une serviette froissée. Je ne sais pas pourquoi, NHNGIU accent aigu anvaotois NHMTTIAS NGELUCO accent aigu. S'il ne s'agissait pas simplement d'avoir mangé quelque chose de mauvais, alors tout ce qui se trouvait sur cette table n'était pas des déchets. C'était des preuves. Nous passons une si grande partie de notre vie à effacer nos propres traces, après, personne ne peut rien prouver. J'ai pris une grande inspiration, essayant de ne pas céder à la panique. Et pendant que Maria s'affairait dans la cuisine, j'ai sorti mon téléphone, ne filmant pas les gens, mais les objets. Un gros plan de la boîte, le bord coupé, le seau, l'assiette, la position de la fourchette, le verre, la serviette, même le couvercle de la poubelle où des papiers avaient déjà été jetés. J'ai pris plusieurs photos à la suite, par habitude, sous différents angles. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon peignoir, comme si je cachais quelque chose de très important. À ce moment-là, depuis la rue en contrebas, le hurlement d'une sirène a déchiré l'air, long, aigu, glaçant. Se sont fait généralement taire tout l'immeuble. Chloé tremblait. Elle m'a agrippé le bras si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. « Éléanore, s'il te plaît, fais quelque chose. Ne laisse pas ma maman mourir. » J'ai doucement dégagé mon bras. « Lâche-moi. Laisse-moi l'approcher. » Ma voix était calme, cela l'a un peu apaisé. Les ambulanciers sont arrivés très rapidement. Ils ont fait irruption dans l'appartement avec un brancard, une trousse médicale,
vêtus de leur veste de secours bleu marine, concentrés va professionnel. Pendant que l'un mesurait la tension artérielle va poser une perfusion, l'autre posait des questions sans regarder autour de lui. Qu'ont-elles mangé? Quand? Combien de fois ont-elles vomi? Des antécédents cardiaques? Sa tension est-elle habituellement élevée? J'ai répondu brièvement, sans fioriture. Du gâteau à la crème il y a environ 2 heures. Plusieurs épisodes de vomissement. Sa tension est habituellement élevée. Elle prend des médicaments. Ils ont délicatement installé Lorraine sur le brancard. Chloé a été installée dans un fauteuil roulant. Elle tremblait encore mais s'en sortait mieux que sa mère. Maria reniflait dans un coin, répétant sans cesse la même chose, je leur avais dit. Je leur avais dit de Kong and Kwan UNG. Je leur avais dit. Puis elle s'est interrompue, comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit. Nous sommes descendus dans l'ascenseur. Le concierge tenait les portes. Des voisins jetaient des coups d'œil derrière leurs portes entr'ouvertes. Quelqu'un a chuchoté, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'écoutais personne, regardant juste les portes ouvertes de l'ambulance. Maria s'est blottie à côté de moi sur la banquette arrière. À l'intérieur, l'odeur âcre de médicaments va d'antiseptique, une lumière froide. Lorraine gémissait. Chloé sanglotait va respirer par saccades irrégulières. J'étais assise près de la porte, me tenant au bord du siège, je pouvais sentir mon téléphone sous mes doigts. Et c'est là que, pour la première fois de la soirée, j'ai pensé à Julien non pas comme à un mari, mais comme à un pion dans le plan de quelqu'un d'autre. Cela peut sembler cynique, mais dans de telles situations, il n'y a pas de place pour les illusions. Il y a celles que l'on transporte sur des brancards, il y a ceux à qui il faut rendre des comptes. J'ai composé son numéro. Chaque sonnerie résonnait comme un coup de marteau sur mes tempes. À la 4e sonnerie, il a décroché, sa voix toujours aussi confiante va calme, « Allô, mon rayon de soleil. Qu'est-ce qui ne va bien? » Je n'ai pas cherché à adoucir le coup. Ta mère Chloé sont dans une ambulance en ce moment même. Nous sommes en route pour l'hôpital. Elles ont un grave empoisonnement. Elles ont mangé le gâteau que tu m'as envoyé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Pas long, mais il a été suffisant pour moi. Ce n'était pas le choc de quelqu'un qui apprend pour la première fois que ses proches sont en difficulté. C'était le silence d'une personne dont le scénario minutieusement préparé venait de dérailler. Finalement, il a demandé d'une voix rauque, « Maman a mangé le gâteau ?» J'ai fixé le plafond en plastique blanc du véhicule j'ai répondu, « Oui, une grande quantité. » Julien a expiré brusquement, comme s'il s'était étouffé avec quelque chose, a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang, « Mais je t'avais dit de le manger tout de suite. » Cela a été dit sur un ton qui pouvait passer pour de la déception, du genre, « Oh, nous n'avons pas pu fêter cela convenablement. » Mais il y avait autre chose dans ces mots, comme si quelqu'un avait mal calculé, que la victime s'était avérée ne pas être la bonne. Je n'ai pas discuté, j'ai juste dit d'un ton plat, « Reprends-toi. Quand nous serons aux urgences, je t'enverrai un SMS pour te dire dans quel hôpital nous sommes. Et aussi, la boîte le reste du gâteau sont toujours à la maison. Ne laisse personne entrer là-bas pour nettoyer. » Julien s'est immédiatement animé. Récupère tout. Ne laisse personne rien jeter. Je prends le premier vol de retour maintenant. J'ai raccroché. Ces mots ne m'ont pas fait plus peur, mais tout en moi avait enfin basculé. J'ai soudainement compris avec une clarté désarmante. À mes côtés se trouvait non pas simplement un mari qui aimait l'ordre les consignes. À mes côtés se trouvait un homme dont le « mange-le immédiatement » résonnait désormais de manière complètement différente. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai eu véritablement peur. Non pas pour Lorraine sur son brancard, mais pour la personne qui dormait à mes côtés depuis tant d'années. Les urgences bourdonnaient d'un brouhaha comme si la ville entière s'y était effondrée en même temps. Des sirènes, des cris, des machines qui bipent. L'odeur de javel mélangée à une odeur de viande provenant de la cafétéria. J'ai suivi le brancard de Lorraine en mode automatique. À côté de nous, il poussait le fauteuil de Chloé. Maria trottinait derrière, serrant son sac à main, puis son cœur. Des infirmières nous ont immédiatement entourés. L'ambulancier a crié quelque chose à un médecin. Le médecin a jeté un coup d'œil à Lorraine va hausser un sourcil. Qu'a-t-elle mangé? Quand cela a-t-il commencé? Vomissement fréquent? Tension artérielle? Cœur.
J'ai parlé de manière concise, sans mots inutiles. Du gâteau à la crème il y a environ 2h20. Plusieurs épisodes de vomissement. Sa tension est habituellement élevée. Elle prend des médicaments constamment. Il a hoché la tête, donnant déjà des ordres, perfusion. ECG. Faites les analyses. Mettez celle-ci dans une pièce séparée. Elle est dans un état plus grave. Lorraine a été emmenée derrière un rideau. Chloé dans la pièce adjacente. Maria s'est pressée contre le mur. Ses doigts se serraient si fort que ses articulations étaient blanches. Des gens se dépêchaient dans le couloir. Certains pleuraient, d'autres se disputaient. Mais dans ma tête, il n'y avait qu'une chose. Je devais tout documenter, maintenant va plus tard. Pas d'improvisation. Environ 15 minutes plus tard, un homme en uniforme s'est approché de moi, accompagné d'un autre en civil avec un dossier. Il s'est présenté calmement, détective Miller. Nous avons reçu un rapport concernant un possible empoisonnement. Je dois vous poser quelques questions. Je me suis senti un peu soulagé. Enfin quelqu'un qui avait l'habitude de travailler avec des papiers, pas des émotions. Je vous écoute, ai-je dit. Et la boîte de gâteaux va les restes sont toujours à la maison. J'ai veillé à ce que personne ne touche à rien. J'ai des photos de l'état de tout avant notre départ. Je demande à ce que tout soit placé sous scellé comme preuve. Miller a légèrement haussé un sourcil, ne s'attendant visiblement pas à une approche aussi directe. Êtes-vous sûr que c'est ainsi que vous voulez procéder? J'ai l'habitude de suivre les procédures, ai-je répondu. Si nous voulons faire la lumière sur cette affaire, faisons-le correctement. Je lui ai montré la photo sur mon téléphone, la boîte, le seau, l'autocollant de livraison, la façon dont tout était posé sur la table. Il l'a regardé attentivement, a hoché la tête. Il y a un code. Bien. Mais notre équipe doit récupérer les restes réels. Y a-t-il quelqu'un à la maison en ce moment? Personne. J'ai été la dernière à partir. J'ai verrouillé. Mon assistante est ici avec moi. Il s'est tourné vers son partenaire, coordonne une unité. Qu'ils aillent à l'adresse, procèdent à une inspection, mettent tout sous scellé, puis reviennent me voir. Si vous voulez, vous pouvez y aller avec eux pour être présente. J'ai regardé vers la pièce où Lorraine se trouvait derrière le rideau, là où Chloé gémissait. Je comprenais parfaitement. Si je faisais un pas de côté maintenant, demain ces mêmes personnes diraient, elle n'a attendu personne à l'hôpital. Elle est juste partie. Elle les a abandonnés. Je n'allais pas leur donner cet avantage. Non, ai-je dit, je reste ici pour l'instant, mais je vais enregistrer toute la photo que j'ai dans leur format d'origine va vous les fournir, je coopérerai à chaque étape. Miller a hoché la tête. C'est suffisant. Le principal est de ne rien supprimer ni modifier. Il a pris une note dans son dossier va à continuer ses affaires. Je me suis laissé glisser sur une chaise en plastique dans le couloir. Mon dos était droit, mes mains étaient froides, ma tête bourdonnait. Dans une telle situation, beaucoup de gens se seraient effondrés. Pour moi, au contraire, tout devenait plus net. Chaque mot, chaque regard, chaque petit détail. Nous avons passé la nuit dans ce couloir. Maria s'assoupissait assise, puis se réveillait en sursaut. À plusieurs reprises, j'ai dû la caler contre le mur pour qu'elle ne tombe pas. Chloé gémissait, puis se taisait. Le temps s'étirait comme un sirop épais. Vers le matin, un médecin est sorti, un homme de petite taille au visage fatigué nommé Dr Evans. Il s'est frotté les yeux m'a regardé en premier. À l'heure actuelle, votre belle-mère est dans un état grave, mais nous l'avons stabilisée. Nous avons surmonté la phase la plus critique. Nous allons surveiller son cœur ses vaisseaux. La plus jeune s'en sort mieux, mais nous la gardons également sous observation. J'ai hoché la tête. Je ne me suis pas jeté à ses pieds je n'ai pas fait de scène. J'ai juste demandé, donc, il n'y a pas de menace immédiate pour sa vie en ce moment? En ce moment, non, a-t-il confirmé. Mais nous attendons toujours les résultats des analyses de laboratoire. Cela ne ressemble pas à un empoisonnement alimentaire ordinaire. Le mot « ordinaire » m'a marqué plus que tout. Ordinaire, c'est quand la mayonnaise d'une salade a tourné ou que le poulet a un jour de trop. C'était autre chose. Quand le médecin est parti, je suis allé au bout du couloir où se trouvait un banc de pierre froide dans une niche.
J'ai sorti mon téléphone, j'ai activé les données mobiles. Malgré tout, la fin de l'année signifiait que le travail n'attendait pas. Et la première chose que j'ai vue dans ma messagerie professionnelle interne était un message de Véronica, notre directrice de la communication. L'objet était en gras, urge, risque réputationnel LIE accent aigu à la direction. Je l'ai ouvert. C'était écrit de manière fluide, comme dans un manuel scolaire. Une expression d'inquiétude concernant d'éventuelles rumeurs. Un projet de plan de communication de crise. Qui dit quoi aux partenaires? Comment répondre aux journalistes si des informations sur l'incident familial fuitaient? Jusqu'à ce point, tout semblait presque professionnel s'il n'y avait pas eu la pièce jointe. En bas se trouvait un fichier, proposition de reprise temporaire des fonctions de PDG. J'ai cliqué. Le document était préparé comme si quelqu'un y avait passé plus d'1 heure. Des organigrammes pour la délégation d'autorité, des protocoles pour la signature des paiements, qui présiderait les réunions du conseil d'administration à mi-place, qui ferait les déclarations officielles. C'était clair, propre, avec des expressions comme « en raison de l'incapacité temporaire de l'actuel dirigeant ». J'ai fait défiler jusqu'à la fin, voilà, tout en bas, noir sur blanc, proposé comme PDG par intérim, mon mari Julien, directeur général adjoint chargé des opérations. Je ne me suis pas emporté, je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. J'ai juste senti tout en moi se contracter en un nœud serré. J'ai fermé le texte, j'ai instinctivement ouvert les propriétés du fichier. Une vieille habitude. Toujours vérifier quand par qui un document a été créé. Et c'est là que le détail le plus important m'a frappé. Date de création, hier, 22h07, c'est-à-dire avant que les sirènes ne retentissent dans mon appartement, avant l'ambulance, avant le médecin, avant le détective. J'étais assise sur le banc froid, entendant quelqu'un se disputer avec l'accueil non loin de là. Et dans ma tête, une pensée martelait, quelqu'un se préparait à l'avance à ce qu'il m'arrive quelque chose. Mon téléphone a émis un nouveau bip. Un message d'un numéro inconnu, « Éléanore, tu vas bien? J'ai appris que tu avais un problème familial. Mon équipe moi avons déjà préparé un plan de communication pour t'épauler. » Je n'avais aucun doute sur l'identité de l'expéditeur. Le style de Véronica, insinuant, attentionné, pas un mot plus haut que l'autre, va en même temps, l'insistance. Elle est déjà au courant, déjà prête à prendre le relais. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le brouillon que j'avais instinctivement commencé à taper. Dans ce genre de situation, une phrase de trop dans un SMS peut devenir le clou auquel tout le monde sera plus tard pendu. Je suis retourné dans la chambre. Lorraine somnolait. Chloé était allongée les yeux fermés, mais à la tension de son cou, je voyais qu'elle ne dormait pas. Elle écoutait. Maria était assise dans le coin, serrant son sac. J'ai ajusté la couverture, j'ai rapproché l'eau. Je n'ai rien dit d'inutile. Puis je suis ressorti dans le couloir, j'ai sorti non pas mon téléphone, mais mon ordinateur portable de travail. J'ai ouvert ma liste de contacts, j'ai composé le numéro du responsable du département informatique. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée, « Oui, Éléanore. Nous devons faire une chose, ai-je dit d'un ton plat. Concernant le document interne que Véronica a envoyé aujourd'hui, le fichier contenant la proposition de reprise temporaire des fonctions de direction. Il est devenu plus attentif, j'ai vu l'objet de l'email, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Tu l'ouvriras quand je te le dirai, les jeux interrompus. Pour l'instant, c'est autre chose. Officiellement, en tant que présidente de l'entreprise, je te donne instruction de récupérer tous les journaux d'activité de ce fichier, quand il a été créé, depuis quel poste de travail on y a accédé, qui l'a modifié à quelles heures. J'ai besoin d'au moins 2 € d'attache, l'heure de création va l'heure de la première modification. Documente le tout dans une note interne, garde-en une copie. Il a hésité, mais vous êtes à l'hôpital en ce moment. Peut-être devrions-nous attendre lundi. Je suis à l'hôpital, mais je n'ai pas démissionné de mes fonctions, ai-je répondu calmement. C'est un ordre de la direction actuelle. Exécute-le aujourd'hui. Un silence s'est installé. Puis il a dit brièvement, compris. Je m'en occupe. J'ai raccroché, je suis resté assise là pendant un moment, fixant le mur gris. J'ignorais encore quel nom je verrais dans ces journaux, mais j'en avais déjà vu assez pour comprendre. La nuit dernière, quelqu'un avait très sereinement organisé ma vie dans des dossiers, maintenant j'avais l'opportunité d'ouvrir soigneusement ces dossiers, un par un.
Pas 10 minutes ne s'étaient écoulées depuis mon appel au responsable informatique que mon téléphone a sonné. Véronica. Sa voix était plus douce que jamais, presque affectueuse. Eleanor, comment vas-tu? Je m'inquiète tellement. J'ai déjà préparé un projet de plan de crise pour t'épauler. Si tu veux, je peux m'occuper de tout pour que tu n'aies à penser à rien. J'ai écouté en silence, je l'ai laissé finir, puis j'ai demandé calmement, Véronica, le fichier contenant la proposition de reprise temporaire de mes fonctions. Tu l'as créé hier. Elle a trébuché un instant, mais a rapidement retrouvé son ton habituel, oui, bien sûr. Je dois envisager différents scénarios. Et si tu n'étais plus en mesure d'assurer tes fonctions? Et si nous avions besoin d'une solution de secours? C'est purement professionnel, pour s'assurer que Phoenix Horizon reste entre de bonnes mains quoi qu'il arrive. Et quel nom figure sur la liste des remplaçants par intérim, ai-je demandé tout aussi calmement. Une courte pause. Puis elle a ri comme si nous discutions de la météo. Eh bien, j'ai pensé que ce serait le plus logique, Julian, c'est ton mari après tout, le directeur des opérations. Les gens le connaissent. C'est. Elle a légèrement baissé la voix. Pour le bien de l'entreprise, pour que les partenaires ne s'inquiètent pas. Je n'ai pas discuté de ce qui était bon pour l'entreprise. J'ai juste dit, merci pour ton attention. À ce stade, je n'en ai pas besoin. À partir de ce moment, tous les communiqués de presse, emails et annonces internes doivent être uniquement à l'état de brouillon. Aucune diffusion, aucun plan de secours sans mon approbation personnelle. Toutes les réunions que tu as déjà planifiées de ton propre chef, annulées. Véronica a feint la surprise, tu ne fais pas confiance à mon professionnalisme? Je fais confiance aux faits, ai-je répondu. Et les faits sont que l'entreprise a un seul dirigeant. Tant que je suis sur ma chaise, personne n'a le droit de distribuer mon autorité, même sous forme de brouillon. Travaille sur des ordres directs. Annule tout le reste. Pendant un instant, je n'ai entendu que sa respiration sur la ligne. Puis son ton est devenu plus sec, compris. Comme tu voudras. J'ai raccroché. Il n'y avait aucun intérêt à m'expliquer ou à me justifier auprès d'elle. Certaines personnes s'accrochent à n'importe quel patron comme le lierre à un mur. Aujourd'hui moi, demain celui qui prendra ma place, il ne se soucie pas de ce qu'il advient du mur lui-même. Mon téléphone a émis un bip après un certain temps. Un message du responsable informatique. Je l'ai ouvert. Eleanor, conformément à votre demande, le fichier a été créé depuis le compte de Véronica hier à 22h07. À 22h41, on y a accédé depuis le compte de Thomas. Enregistré. J'ai fixé le nom de Thomas pendant quelques secondes. L'assistant de Julian, toujours là, toujours prêt à rendre service, toujours dans l'ombre. J'ai tapé une réponse, s'il te plaît, fais ce qui suit, sauvegarde tous les journaux. Fais une copie de sauvegarde. Configure le fichier en lecture seule. Bloque toute modification. Imprime le texte. Joins une impression des journaux d'activité. Ajoute une signature officielle. Un exemplaire dans ton coffre-fort. Un pour le département juridique. Une copie séparée pour moi. Le tout sous note interne. La réponse est revenue peu après, reçue. Nous exécutons aujourd'hui. J'ai rangé mon téléphone. Pour une personne normale, ce ne sont peut-être que des détails techniques. Pour moi, c'était des empreintes digitales. Plus tard, ils diraient tous qu'ils ne savaient rien. Qu'ils voulaient seulement aider, mais le papier est patient, les chiffres le sont aussi. Ils ne savent pas rougir ou se chercher des excuses. Avant même que je ne puisse faire quelques pas dans le couloir, mon téléphone a de nouveau sonné. Encore Véronica. Je l'ai laissé sonner quelques fois avant de répondre. Sa voix était désormais dépouillée de son miel, sèche métallique. Eleanor, dois-je comprendre que tu me retires effectivement de la communication? Non, ai-je dit calmement. Je restreins les initiatives personnelles. Tu travailleras comme tout le monde sur des tâches directes. Elle a tenté de me piquer, et si quelque chose fuite dans les médias, on dira que je n'ai rien fait. Si tu es si inquiète, ai-je répondu, rassemble toutes tes inquiétudes dans un dossier remets-le à l'enquête. Ils détermineront qui a fait quoi qui n'a rien fait. En attendant, je le répète, pas d'initiative de ta part. Un lourd silence s'est installé. Puis elle a lâché, je vois. Tu as décidé de me mettre au pied du mur.
Tu t'es approché de ce mur toute seule quand tu as commencé à écrire des scénarios sur ma disparition au milieu de la nuit, ai-je dit. J'ai juste allumé la lumière. La conversation s'est arrêtée là. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon peignoir et j'ai soudainement ressenti cela très clairement. Ce n'était pas juste du chaos autour de moi. Maintenant, tout le monde avançait ses pions. Certains ouvertement, d'autres discrètement à travers des documents, des notes des initiatives bienveillantes. Vers le déjeuner, un autre message est arrivé du responsable informatique, journaux dossier imprimé signé. Le service juridique a son exemplaire. Votre copie est dans le coffre de votre bureau sous inventaire. J'ai répondu simplement par un merci. Le reste allait de soi. Demain, la moitié de ces gens diraient qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Qu'ils regardent leur propre signature. Puis, quand je suis retourné dans la chambre, Lorraine était déjà un peu plus alerte. Son visage n'était plus aussi gris. Ses yeux étaient ouverts, mais on y décelait encore toute la peur accumulée d'une vie. Une potence à perfusion se trouvait près de son lit. Dans le lit voisin, Chloé était allongée les yeux fermés, mais sa mâchoire serrée montrait qu'elle était éveillée, à l'écoute. J'ai ajusté la couverture, j'ai rapproché l'ovage et dit calmement, les médecins ont dit que le pire est passé, mais ils doivent surveiller votre cœur. Lorraine s'est tournée vers le mur. Sa fierté résistait encore, NHNG Kiba LMBM, CM Nchua, il n'y avait plus rien de son assurance de faire d'autrefois dans sa voix. Je suis sorti dans le couloir. Julien était là, près de la fenêtre, téléphone à la main, le visage fatigué, la chemise légèrement froissée. Il ressemblait au modèle du mari du fils parfait qui avait passé la nuit debout, rongé par l'inquiétude. En me voyant, il a rapidement rangé son téléphone s'est approché. Tu es encore au téléphone? Encore à prendre des décisions, a-t-il demandé d'un ton de reproche. Tu es dans un hôpital. Tu as besoin de te reposer. Je suis là. Je vais m'occuper de tout. Je l'ai regardé calmement, je ne me repose pas. Je ne me dispute simplement pas avec toi. Ce sont deux choses différentes. Il a scié, comme légèrement blessé dans son orgueil, sais-tu ce que tu montres en agissant ainsi? Que tu ne me fais pas du tout confiance. Tu me traites toujours comme un étranger. Je déplacerai des montagnes pour toi toi. J'ai laissé échapper un rire silencieux sans joie, la confiance est un sentiment. L'autorité est un fait juridique. Ce sont deux choses différentes. Il a froncé les sourcils, arrête de parler comme un document juridique. Je suis ton mari. Tu es le directeur des opérations, lui ai-je rappelé. Et en tant que directeur des opérations, tu devrais comprendre le risque le plus simple, quand une personne a à la fois le mobile l'accès au levier de contrôle, ce n'est plus une question de confiance. C'est une question de sécurité. Son visage s'est assombri. Il était clair qu'il oscillait entre son habitude d'arranger les choses avec un sourire son agacement d'avoir été percé à jour. Il a ouvert la bouche comme pour répliquer, mais il n'a trouvé aucun mot qui sonne bien. Je me suis tourné vers la fenêtre. En contrebas de l'hôpital se trouvait le même New York, des voitures, des gens, quelqu'un se pressant pour aller au cinéma, un autre dans un magasin, un autre à un rendez-vous. Et ici, j'avais ma propre petite ligne de front. Et je me suis soudainement souvenu de la phrase « La ruse n'est pas plus forte que l'honnêteté ». Puis je me suis corrigé, l'honnêteté seule ne vous sauve pas. Ce qui vous sauve, c'est l'honnêteté plus un calcul lucide. En soirée, je suis allé dans le hall principal où il y avait une connexion internet je me suis connecté à mon ordinateur portable. Une par une, des fenêtres de conférence sont apparues à l'écran, des avocats, des financiers, le même responsable informatique. Leur visage était probablement flou de fatigue, mais leur voix était concentrée. Chers collègues, ai-je commencé, nous devons mettre en œuvre un protocole spécial pour les 7 prochains jours. L'avocat a levé les yeux, nous vous écoutons. Premièrement, ai-je dit calmement, comme lors d'une réunion stratégique ordinaire, tous les paiements importants dépassant un certain montant en fixant le seuil, j'ai cité un chiffre que je connaissais par cœur. Ne passeront qu'avec ma signature personnelle ou sur décision du conseil d'administration. Aucune procuration par procuration ou autre disposition de ce genre. C'est une mesure temporaire. Nous la formaliserons par un protocole. Le directeur financier a hoché la tête, très bien. Techniquement, nous pouvons configurer cette limite dans le système afin que les montants supérieurs ne passent tout simplement pas sans confirmation supplémentaire. Deuxièmement,
ai-je poursuivi, les sceaux de l'entreprise va CAC-CH Quinte. Nous mettons en place un mode de surveillance extrême. La personne responsable des documents physiques originaux signera aujourd'hui un formulaire de chaîne de responsabilité va les conservera uniquement dans le coffre-fort. L'accès se fera uniquement sur registre d'émargement. Toute utilisation nécessite un ordre écrit que. J'ai fait une pause. Le département juridique préparera. L'avocat a soigneusement ajusté ses lunettes, nous devrions probablement faire référence à la politique de contrôle interne pour que cela ne donne pas l'impression que nous accusons qui que ce soit. Faites-y référence, ai-je dit. Le document ne mentionnera pas du tout la situation actuelle, juste la formulation visant à minimiser los risques opérationnels à la fin de l'exercice financier. Le responsable informatique a ajouté, nous pouvons temporairement restreindre les droits d'accès au système de paiement va au flux de documents internes, mais nous avons besoin de votre directive écrite. Rédiger l'ordre, ai-je hoché la tête. Je le signerai va nous le numériserons immédiatement. Et troisièmement, ai-je dit, la voix légèrement plus ferme, le département de la communication. À partir de ce moment, aucun email de masse, aucun SMS officiel au nom de l'entreprise sans mon approbation va celle du service juridique. Tous les plans de gestion de réputation uniquement sous forme de brouillon. À l'autre bout du fil, quelqu'un a soupiré de soulagement. Tout le monde n'apprécie pas que les relations publiques aillent plus vite que la musique. Un silence s'est installé. Puis l'avocat a demandé prudemment, Éléanore, devons-nous indiquer la raison de ces mesures dans le protocole? La raison est unique, ai-je répondu. L'année se termine, les enjeux sont élevés les risques le sont aussi. Nous sommes tenus de protéger l'entreprise. Aucun nom, aucune référence à l'hôpital, à la famille et BTCIUGICAC. Tout élément superflu ne ferait que servir d'arme contre nous. Nous avons discuté d'autres détails, des délais, des formulations, des procédures d'archivage. Cela ressemblait à une routine de travail ordinaire, mais je sentais que chaque élément signé était une brique de plus dans le mur entre moi et ceux qui avaient décidé qu'ils pouvaient discrètement m'écarter. Quand j'ai mis fin à la conférence fermer l'ordinateur portable, le hall semblait plus calme. J'ai levé les yeux, au bout du couloir se tenait Julien. Il ne s'est pas approché, se contentant de regarder pendant que je parlais avec les départements, donnait des ordres. Comment je ne m'effondrais pas, mais fortifier ma position. Dans son regard, il n'y avait plus de blessure ni de fatigue, mais quelque chose de beaucoup plus lourd, la compréhension qu'il n'y avait plus d'échappatoire facile. J'ai rangé l'ordinateur dans mon sac. À l'intérieur, j'avais un sentiment étrange. Je n'avais ni gagné ni perdu. J'avais juste réussi à fermer les portes à temps. Et je comprenais très clairement que si je n'avais pas construit ce mur aujourd'hui, demain quelqu'un y aurait déjà posé une échelle. Une échelle que quelqu'un d'autre aurait utilisée pour grimper directement sur mon siège. Dès que Lorraine a été transférée des soins intensifs vers une chambre ordinaire, le calme est revenu, mais ce calme n'a apporté aucun soulagement. L'air semblait vibrer de tension. Elle pouvait désormais se redresser sur ses oreillers. Ses lèvres n'étaient plus aussi bleues, mais son regard était agité, s'accrochant aux choses. Chloé était allongée dans le lit d'à côté, pâle amaigrie après seulement quelques jours, tournée vers le mur. Je la connaissais trop bien pour croire qu'elle dormait. Son cou était tendu, ses épaules aussi. Elle guettait le moindre mot. Maria, comme d'habitude, était assise sur une chaise dans le coin, serrant son sac comme un coussin de sécurité, essayant de ne pas faire un seul mouvement de trop. Un matin, j'ai apporté de l'eau à Lorraine. Elle a pris le verre, a bu quelques gorgées, est restée silencieuse un moment, puis a chuchoté d'une voix rauque sans me regarder, « Éléanore, dis juste à tout le monde dehors que nous avons juste eu une intoxication alimentaire. Nous n'avons pas besoin que toute la ville en parle. Ce sont des choses qui arrivent. » Je l'ai regardé calmement, « Je ne peux pas dire quelque chose qui est faux », ai-je répondu doucement. Les médecins la police verront d'eux-mêmes, sans mes histoires. Elle s'est crispée, « Tu es une belle fille sans cœur, comme une étrangère. Les affaires de famille doivent se régler en famille. » Je me suis penché un peu plus près d'elle, les affaires de famille, c'est de savoir qui n'a pas lavé une assiette. Quand les gens sont à l'hôpital avec du poison dans le sang, ce n'est plus une affaire de famille. C'est soit la vérité, soit rien. Elle s'est tournée vers le mur mais n'a pas discuté. L'âge, la fierté la peur, un mélange pesant. Chloé, sans ouvrir les yeux, a soudainement chuchoté, « Évidemment, c'est bien pratique pour toi. Tu es la seule ici qui soit toute propre convenable.
Peut-être que c'est Maria qui a fait quelque chose. C'est elle qui a mis le gâteau au frigo. C'est elle qui l'a coupé. Qui sait ce qu'elle a derrière la tête? Maria a tressailli comme si elle avait reçu un coup. Je me suis tourné vers Chloé, ça suffit. Maria n'a accès à l'argent de personne, aucun mobile va pas ce genre de caractère. Elle essayait sincèrement de vous dissuader de manger autant de sucre. Je l'ai entendu. Chloé a essayé d'être sarcastique, mais elle n'en avait pas la force. Seules ses lèvres ont frémi, va soudain Lorraine, qui chuchotait jusqu'alors, à lâcher, tais-toi donc. Quoi, Maria? J'ai honte de t'entendre. Pendant une seconde, j'ai même été décontenancé. C'était la première fois en plusieurs jours qu'elle réprimandait sa fille va non moi. Cela signifiait que quelque chose en elle s'était enfin débloqué. Dans la journée, le détective Miller a appelé. Sa voix était calme, posée, comme lors d'un point d'information. Eleanor, nous en avons assez pour faire avancer le dossier. Nous progressons avec la pâtisserie Valargent. L'étape suivante consiste à relier Véronica, le compte intermédiaire va ceux qui auraient bénéficié d'une mise à l'écart temporaire de votre part. Nous avons besoin de votre aide pour les documents internes. Pouvez-vous passer? Oui, ai-je dit. J'ai déjà préparé les journaux d'activité va une copie. Le service juridique est au courant. Il a ajouté, et nous aimerions également parler à votre mari. Le mieux serait que ce soit ici, à l'hôpital, puisqu'il y est de toute façon. J'ai raccroché je suis sorti dans le couloir. Julien se tenait près de la fenêtre, parlant doucement au téléphone. Il a brusquement mis fin à l'appel en me voyant. Miller veut que nous descendions, ai-je dit. Il veut me parler en premier, puis à toi. Julien a réussi à esquisser un faible sourire, bien sûr, je tiens moi aussi à ce que cela soit éclairci le plus vite possible. Nous sommes descendus dans une petite pièce du premier étage où l'on gère habituellement la paperasse. Une table, 3 chaises, une lampe fluorescente au plafond qui donnait à tout le monde un teint grisâtre. Miller était assis en face de nous, étalant un dossier. Eleanor, vous avez déjà fait votre part. Vous avez signalé le gâteau, conservé la boîte, fourni la photo. Maintenant, les documents internes. Cela facilite grandement notre travail. Il a pris ma feuille avec les journaux d'activité, y a jeté un coup d'œil, a hoché la tête va la reposer. Maintenant, je dois poser quelques questions à votre mari. Vous pouvez assister à l'entretien si vous le souhaitez. Je reste, ai-je répondu. Je n'ai rien à cacher. Julien s'est assis à côté de moi, se penchant légèrement en avant, ses mains jointes en pointe comme lors d'une négociation. Je suis entièrement à votre disposition, a-t-il dit. Mon épouse va moi sommes toujours pour la transparence. Elle est très stricte sur le respect des procédures. J'ai failli sourire intérieurement. Il savait y faire pour enrober les choses, me félicitant va se plaçant juste à mes côtés. Miller a hoché la tête, sans commentaire. Julien, commençons par quelque chose de simple. Comment avez-vous commandé le gâteau précisément? Par un service de conciergerie, pas directement auprès de la pâtisserie, a répondu Julien immédiatement. J'étais en déplacement professionnel. Je n'avais pas le temps de m'en occuper. J'ai appelé mon assistant, je lui ai donné les détails il a passé la commande. L'assistant est Thomas, a précisé Miller. Oui, a hésité légèrement Julien, mais il n'y a rien de particulier. Une procédure standard. Le détective a feuilleté quelques pages. Très bien, alors une autre question, pourquoi avez-vous tant insisté pour que votre femme mange le gâteau immédiatement va spécifiquement la première part? Julien a souri faiblement, comme s'il parlait de quelque chose de touchant, c'était notre anniversaire de mariage, 10 ans. Je voulais qu'elle soit la première à y goûter. C'est comme une tradition pour nous. La personne pour qui une chose est préparée partage la première part. Et c'était un gâteau mousse. Ils font rapidement. J'avais peur qu'il ne s'abîme. Donc, vous aviez peur qu'il fonde, a répété Miller d'un ton sec. Et vous n'aviez pas peur que quelqu'un d'autre ne le mange en premier. À ce moment-là, j'ai vu le coin de la bouche de Julien tressaillir. À peine, mais j'avais l'habitude de remarquer ce genre de choses. Non, a-t-il répondu un peu plus vite que d'habitude. Ce n'était pas une question de savoir qui arriverait le premier. Je pensais juste à elle. Miller n'a pas discuté, se contentant de changer de sujet. Quelle est votre relation avec Véronica, la directrice de la communication?
Julien a haussé les épaules, une relation de travail normale, comme avec tout le monde. C'est une professionnelle, elle propose souvent des initiatives elle-même, mais les décisions finales nous reviennent toujours, à Eleanor va à moi. Alors, expliquez ceci. Miller a sorti une feuille du dossier. Comment se fait-il que hier soir, avant l'hospitalisation de votre mère, Véronica prépare un document pour la reprise temporaire des fonctions de PDG, va que d'une demi-heure plus tard, votre assistant Thomas y accède va y apporte des modifications? Julien a froncé les sourcils, feignant une surprise sincère, c'est la première fois que j'en entends parler. Il se montrait probablement trop prudent. On ne sait jamais. C'est la fin de l'année après tout. Le stress. Véronica dramatise toujours les choses. Je ne leur ai jamais donné un tel ordre. Miller n'a pas commenté l'expression « trop prudent », va a poursuivi, le chef pâtissier a témoigné avoir reçu des instructions de Véronica. Il a reçu une somme importante pour cela, transférée via une société écran. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Julien a soupiré va écarter les mains, si c'est vrai, c'est de la folie. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? J'ai seulement demandé à mon assistant de commander un gâteau par un service, rien de plus. Le détective s'est penché légèrement en avant, ne raisonnons pas sous le coup de l'émotion, mais de manière logique. Si la cible était votre femme, qui d'autre que Véronica va le chef pâtissier y aurait trouvé un intérêt? Qui aurait obtenu une autorité supplémentaire si elle avait été temporairement hors d'état d'agir? Julien a ricané, essayant de sourire, êtes-vous en train de dire que le bénéficiaire est toujours coupable? Avec cette logique, n'importe quel adjoint pourrait être qualifié de criminel, juste au cas où. Selon les statuts de l'entreprise, si Eleanor est temporairement empêchée, les fonctions me reviennent naturellement. Qui d'autre? J'assume déjà l'essentiel de la charge opérationnelle. Donc, a dit Miller distinctement, en cas d'indisponibilité temporaire de votre femme, le droit de signature va la gestion réelle vous serait revenu. Temporairement, a insisté Julien, va exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise. Un silence a envahi la pièce, Miller le regardant intensément. Alors, en tant qu'homme qui n'a rien à cacher, vous ne vous opposeriez pas à ce que nous demandions la correspondance va les journaux de tous les contacts entre vous, Véronica va Thomas au cours des derniers jours? Tant professionnel que personnel, dans les limites de la loi, bien sûr. Les épaules de Julien se sont légèrement tendues. C'était le premier instant où son sourire disparaissait. Puis il s'est forcé à hocher la tête, bien sûr, si cela peut aider à tirer cela au clair plus vite, je suis tout à fait pour. Miller a hoché la tête va s'est penché vers son dossier. À ce moment-là, Julien a expiré doucement, presque entre ses dents, cette idiote. Dans le silence de la petite pièce, le son a été beaucoup plus fort qu'il ne l'avait probablement prévu. J'ai levé les yeux. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu concerner n'importe qui, Véronica, le chef. Mais je le connaissais trop bien. Ce n'était pas de la stupeur ou de l'horreur. C'était un reproche irrité. Elle s'était plantée, ce n'était pas ce qui était prévu. Miller a suspendu son stylo au-dessus du papier, excusez-moi. Qu'avez-vous dit, Julien? Julien a sursauté immédiatement, tentant de faire marche arrière, Je parlais de Véronica. Si tout ce que vous dites est vrai, c'est juste une imbécile. Elle a gâché sa propre carrière. Le détective a fait un léger signe de tête, a pris une note, n'a rien dit à haute voix, mais je l'ai vu. Il avait classé ce lapsus dans le même dossier qui contenait déjà les journaux d'activité, les transferts d'argent vers les documents de fin de nuit sur l'autorité temporaire. Quelques minutes plus tard, l'entretien s'est formellement terminé. Miller s'est levé va nous a remercié, merci pour votre coopération. Vous serez peut-être recontacté bientôt pour des questions complémentaires. Nous sommes sortis dans le couloir. La porte s'est refermée doucement derrière nous. Julien marchait à mes côtés en silence. Il a ralenti le pas, a attendu que nous soyons loin du bureau, puis a soudainement saisi mon coude. Ses doigts serraient si fort que cela faisait mal. Alors, tu es satisfaite, a-t-il sifflé, me regardant droit dans les yeux. Tu t'es bien amusé. Maintenant, il me regarde comme si j'étais un criminel. J'ai doucement dégagé mon bras, sans me retourner sur personne, je n'ai lancé personne à tes trousses. J'ai juste exposé les faits va transmis les documents. Le reste, c'est leur travail. Si cela te met mal à l'aise, tu devrais te demander pourquoi. Ses yeux se sont assombris.
Ils ne contenaient plus rien de leur douceur habituelle ni de l'inquiétude feinte derrière laquelle ils s'étaient cachés pendant tant d'années. Il n'y avait plus que de la rage pure. Tu creuses ta propre tombe, a-t-il dit doucement. Tu penses pouvoir te protéger de tout avec de la paperasse. Je ne creuse pas de tombe, ai-je répondu tout aussi doucement. Je construis un mur entre moi et ceux qui sont prêts à m'envoyer aux soins intensifs pour leurs propres ambitions. Quiconque se retrouve plaqué contre ce mur ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a fait un pas de plus vers moi, comme s'il voulait dire autre chose, peut-être me rappeler nos 10 ans ensemble, des voyages partagés, les premières années de notre mariage, toutes ces choses que les gens utilisent habituellement pour faire pression quand ils n'ont plus d'arguments. Mais à ce moment-là, le détective Miller a remonté le couloir, son dossier sous le bras. Julien a fait un brusque pas en arrière, replaçant sur son visage son sourire fatigué bien connu de Marie Modèle, s'est dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé son dos vague et ressenti cela avec une clarté absolue, le masque s'était fissuré. Tout ce qui n'était auparavant que des soupçons une sensation désagréable venait de s'aligner, le gâteau, l'écriture du document au milieu de la nuit, l'argent, le lapsus dans le bureau. Et cette clarté ne rendait pas les choses plus faciles, seulement plus effrayantes. Parce que comprendre que la personne à vos côtés pendant tout ce temps n'était pas seulement un homme blessé, mais quelqu'un capable de calculer calmement votre première part de gâteau dans le cadre d'un plan, ce n'est plus un conflit familial. C'est le point de non-retour. Quand Miller a appelé le matin, j'étais assise sur une chaise en plastique dur dans le couloir, regardant par la fenêtre le ciel gris de New York buvant du thé froid d'un distributeur automatique. Sa voix était, comme toujours, calme professionnelle, Eleanor, nous avons assez d'éléments dans le dossier pour aller de l'avant. Préparez-vous. Aujourd'hui va être une journée chargée. Compris, ai-je répondu. Je suis disponible. J'ai posé le téléphone, je suis resté assise encore quelques minutes à écouter les bruits de l'hôpital, les brancards, les pas, le bruissement des blouses. Intérieurement, il n'y avait pas d'hystérie, pas de soulagement, juste une pensée, eh bien, la roue a enfin tourné. Vers le déjeuner, des personnes de l'équipe d'enquête sont arrivées dans le service. Pas d'effet de cinéma, pas de portes claquées, de sirènes ou de cris, juste des visages graves, des dossiers soignés, des phrases courtes. Julien a été invité dans une pièce séparée pour clarifier son témoignage. Il a essayé de sourire, me chuchotant à l'oreille, c'est juste une formalité, ne t'inquiète pas. Mais à sa façon de déglutir, je voyais que c'était lui qui était très inquiet. Puis Miller m'a appelé moi aussi. Nous nous sommes retrouvés dans la petite salle d'entretien. Il a brièvement résumé, à ce stade, Véronica est accusée d'organisation de coordination. Le chef pâtissier est considéré comme l'exécutant. L'implication de Thomas dépend de son degré de participation, mais il est clairement impliqué. Concernant votre mari. Il m'a regardé directement. Il est classé comme le principal bénéficiaire co-organisateur potentiel. Les accusations finales seront déterminées par l'enquête, mais vous comprenez de quoi nous parlons. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas poussé de soupir ni porté la main à mon cœur. J'ai juste hoché la tête, je comprends. Il s'est penché légèrement, ce ne sera pas facile pour vous, mais vous devez savoir que sans vos actions dès le début las photos, la conservation de la boîte, les documents internes, le blocage du transfert d'autorité ou prouver une grande partie de tout cela aurait été plus difficile. J'ai esquissé un mince sourire, je ne l'ai pas fait par héroïsme, mais par habitude. Quand on dirige une entreprise pendant 10 ans, on commence à tout documenter. Cela vous sauve plus tard. Dans l'après-midi, en ma présence, Julien a été emmené pour la suite de la procédure. Encore une fois, pas de drame. On l'a simplement invité à partir. Il a pris sa veste m'a jeté un regard. Cette fois, il n'y avait pas de masque de mari attentionné, juste des yeux bruts en colère. Et qu'est-ce que tu y gagnes, a-t-il demandé d'une voix rauque. Je l'ai regardé calmement, je ne gagne rien. Je suis juste resté en vie et j'ai refusé de mentir. Il a voulu répliquer, mais Miller est apparu dans le couloir Julien s'est brusquement tu. On lui a demandé d'avancer il est parti sans se retourner. Dans la chambre de Lorraine, elles avaient tout vu. Quand la porte s'est refermée sur son fils, elle a semblé s'affaisser sur ses oreillers, le visage devenant blanc, ses yeux vides, comme quelqu'un qui s'était soudainement réveillé dans un endroit différent de celui où il s'était endormi. Mon Dieu, c'est mon fils, a-t-elle chuchoté. J'ai ajusté sa couverture j'ai rapproché le verre d'eau, oui, c'est le vôtre vous êtes sa mère. Vous l'aimez.
c'est normal. Mais certaines choses se décident non pas par la famille, mais par la loi. Vous devriez prendre soin de votre cœur. Le reste ne dépend pas de vous. Elle s'est détournée mais n'a pas discuté. Apparemment, à ce moment-là, toutes ces bravades de « c'est moi qui commande dans cet appartement » s'étaient éteintes quelque part en elle, sans qu'aucun mot de ma part ne soit nécessaire. Chloé, dans le lit d'à côté, a couvert son visage de ses mains va éclater en sanglots. Pas des pleurs de cinéma esthétique, mais un sanglot rauque, vilain, entrecoupé de hoquets. Je voyais qu'elle pleurait non seulement pour son frère, mais aussi de peur. Peur de se retrouver sans sa protection. Peur de ce que les voisins avaient vu. Peur d'avoir été emmenée dans une ambulance pour empoisonnement après l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Elle a jeté un regard dans ma direction, empreint d'un mélange de ressentiment va de désespoir. Mais cette fois, sa langue n'a pas trouvé les mots pour tout déformer. Parfois, la vie elle-même fait taire ceux qui ont l'habitude de blesser les autres avec des mots. J'ai aperçu Hugo, le pâtissier, plus tard dans le couloir quand Miller va moi étions là pour la paperasse. Il était emmené sous escorte, l'air froissé va amaigri, loin du maître des desserts plein d'assurance qu'il était face caméra. Ses yeux étaient rouges il marmonnait sans cesse, j'ai fait une erreur. Je suis un imbécile. Je l'ai regardé sans colère. Les gens comme lui sont les plus dangereux, non pas des méchants nés, mais des gens qui acceptent de faire quelque chose pour de l'argent dont ils ne pourront jamais se laver. Il avait vendu sa conscience, maintenant ses excuses n'avaient plus de sens. Dans l'entreprise, grâce aux barrières que j'avais érigées à temps, la catastrophe a été évitée. Les paiements étaient sous contrôle. Les sceaux étaient sous clé. Véronica a été suspendue en attendant l'enquête. J'ai écrit une courte note interne, chers collègues, l'entreprise fonctionne dans des conditions d'activité normales. Je gère personnellement toutes les questions juridiques en collaboration avec nos avocats. Je vous demande de ne pas propager d'informations non vérifiées de ne pas céder aux rumeurs. Les communications officielles proviendront uniquement de moi. Pas de commentaires, pas de détails. Les gens combleraient les vides d'eux-mêmes de toute façon, mon travail consistait à ne pas leur donner de carburant supplémentaire. Quelques jours plus tard, Lorraine est sortie de l'hôpital. Elle a remonté le couloir en s'appuyant sur un déambulateur, loin d'être aussi fière que le jour où elle avait pris le gâteau dans mon réfrigérateur va dicter qui recevait quoi. Chloé moi l'avons ramenée chez elle en silence. Chloé a pleurniché tout le long du trajet, essayant soit de justifier son frère, soit d'insulter la police. J'ai écouté mais je ne me suis pas engagé. Il y a des mots après lesquels une conversation s'arrête tout simplement. À l'entrée de l'immeuble, nous avons aidé Lorraine à monter. J'ai laissé leur bagage avec elle j'ai dit d'un ton plat, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre santé, appelez. Tout le reste sera géré par les avocats à l'enquête. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai vu non pas du mépris ou un désir de domination dans ses yeux, mais de la confusion de la honte. Peut-être pas pour son fils, mais pour elle-même. C'était son propre chemin à faire. Le jour même, je me suis rendu au bureau de gestion de l'immeuble j'ai déposé une demande pour changer le digicode, les serrures l'accès à l'interphone. Non pas par vengeance, ni par méchanceté. Simplement parce que j'avais compris que tant que les portes sont grandes ouvertes, tout le monde entre comme s'il s'agissait d'une gare impose ses propres conditions. Quand Maria a appris que les serrures allaient être changées, elle a pressé ses mains contre sa poitrine, Éléanore, si Lorraine l'apprend. Elle va être furieuse. Elle va faire une scène terrible. Je l'ai regardée, fatiguée mais avec douceur, il vaut mieux que les gens chuchotent que je suis dur plutôt qu'ils m'apportent des couronnes de fleurs mortuaires. Elle s'est signée à sa manière à chuchoter, je suppose que vous avez raison. Ce soir-là, alors que j'étais seul à la maison pour la première fois depuis des jours, le silence a été plus percutant que n'importe quel cri. J'ai marché dans la cuisine. Sur le même plan de travail en marbre où se trouvait le gâteau, il n'y avait plus qu'un présentoir à assiette vide une serviette pliée soigneusement. Pas de symbolisme particulier, juste un espace vide. Je me suis versé du thé j'ai pensé à des choses simples, à la façon dont le mal n'arrive pas toujours avec un couteau une malédiction. Parfois, il s'introduit dans votre appartement avec son propre digicode, enlève ses chaussures, suspend sa veste dans votre placard vous appelle, son rayon de soleil. Il commande un gâteau de fête, vous sourit lors d'un appel vidéo vous demande 10 fois, mange la première part. Ça me fera plaisir. Et j'ai pensé à autre chose. Combien de fois, nous,
en particulier les femmes de ma génération, offrons-nous notre propre chaise juste pour ne vexer personne? Nous acceptons. Nous endurons. Nous restons silencieuses pour le bien de la famille, pour la paix dans la maison, pour ce que les gens pourraient dire. Et puis nous découvrons soudainement que pour le bien de cette paix, notre première part de dessert a déjà été calculée dans le plan de quelqu'un d'autre. Je suis sorti sur le balcon. New York respirait de son bruit habituel. Des voitures, des lumières, quelqu'un riait dans la cour. La musique de quelqu'un d'autre passait. Les gens vivent, ils se disputent, ils se réconcilient, ils célèbrent, ils se séparent. Chacun a sa petite guerre va sa petite paix. Je me tenais seul, mais je ne me sentais pas brisé. Oui, je n'ai plus de mari pour me tenir la main. Oui, je ne peux pas simplement aller prendre le thé chez ma belle-mère comme s'il ne s'était rien passé. Oui, il y aura beaucoup de conversations désagréables, de paperasse va de rumeurs à venir. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose de plus important, le sentiment que j'avais enfin pris mon propre parti. Non pas contre quelqu'un, mais pour moi-même. J'ignore comment l'histoire avec Julien se terminera sur le plan juridique, le procès, la sentence, le sursis ou non, c'est une autre histoire. Je sais une chose, même s'il était acquitté, je ne pourrai plus jamais vivre aux côtés d'une personne capable de calculer si calmement ma disparition potentielle. Ce n'est pas une punition pour lui. C'est une protection pour moi-même. Il y a un vieux dicton, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans sa jeunesse, cela semble banal. Après 40 ans, cela semble raisonnable. Après tout ce que j'ai traversé, cela ressemble à un manuel de survie. Si vous avez écouté mon histoire jusqu'au bout, cela signifie que vous vous sentez concerné vous aussi. Si elle vous a fait réfléchir, même une minute, à l'endroit où se situe la frontière dans votre vie entre « j'endure pour la paix », va, on me traite comme un paillasson, s'il vous plaît, mettez un j'aime. Cela aidera la chaîne à se développer. Écrivez dans les commentaires comment vous auriez agi à ma place. Auriez-vous essayé d'arranger les choses en famille, ou seriez-vous allé jusqu'au bout comme je l'ai fait? Et surtout, prenez soin de vous.